Comment ça va mes petits poussins asthmatiques? Carlos Alcaraz est face au plus gros défi de sa jeune carrière, se réinventer à 19 ans, rien que ça. Novak Djokovic qui cultive des relations troubles et le tennis limité de Sinner, c'est le programme révolutionnaire de votre nouveau digest de Cincinnati et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau qui va envoyer du bois, du pâté avec la déclaration choc de Reilly Opelka par rapport au Grand Chelem et à l'extra-politisation actuelle du tennis. On va le lire, on va disséquer ses propos. Roland Garros est le meilleur Grand Chelem, dit-il, les autres deviennent politiques. L'Australie et l'US Open laissent jouer les Russes mais pas Djokovic et Wimbledon laisse Djokovic mais pas les Russes. Roland Garros autorise tout le monde, c'est le seul vrai Grand Chelem. On va commencer par dire un truc, c'est que Reilly, il est vraiment super engagé, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la politique, à ce qui se passe au niveau de l'ATP, au board, qui conteste les décisions, qui est un petit peu disruptif. Il est en fait l'exact opposé du joueur qu'il peut présenter sur un court de tennis, où c'est quand même assez chiant, son tennis, c'est un tennis de serve-bot. Mais pour revenir à la nature de son propos, le tennis, le sport, ça a toujours été extrêmement politisé, de toute façon. On se souvient, en 1974, rappelez-vous, Jimmy Connors qui avait fait le petit Chelem et qui avait été interdit de Roland Garros par Philippe Chatrier parce qu'il avait disputé une exhibition lucrative juste avant, donc il a été banni et interdit d'un potentiel Grand Chelem. La politique et le sport, c'est intimement lié depuis des décennies maintenant. On a ce qu'on appelle le soft power qui est exercé par certains pays, dans les Émirats notamment. On a l'Arabie Saoudite qui est un pays absolument immonde en termes de droits humains, mais qui arrose de billets verts différentes organisations et différents clubs sportifs pour pouvoir s'acheter une certaine légitimité. On a le Qatar également avec le Paris Saint-Germain et la Coupe du Monde qui arrive à la fin de l'année, qui ont utilisé aussi quelques travailleurs dans des conditions difficiles. Enchaînons, si vous le voulez bien, avec la deuxième info de ce côté réseau et une discussion parallèle complètement loufoque entre Pierre Ménès et certains membres de la communauté des GOAT de service volé sur Twitter. On va la lire, c'est un petit bonbon. Donc ça commence avec Antonin Head qui parle de Coric. On a Pierre Ménès qui est tagué, alors il va le dire, absolument, il avait un énorme potentiel, ce Coric, bien supérieur aux ignobles Nori ou Ruud. On se mouille du côté de Pierre Ménès et surtout, donc il va y avoir une discussion sur le coup droit de Casper Ruud. Donc il explique: tu confonds meilleur coup et grand coup. Je te cite de tête 10 joueurs qui ont un meilleur coup droit que lui. J'ai vu tous ces matchs à Roland. Depuis, c'est vrai, j'évite. Alors moi, bizarrement, mais c'est vraiment les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est que Pierre Ménès était dans le coma et était extrêmement malade, ce qui l'a empêché d'ailleurs d'assister à son procès pour ses mains baladeuses sur des jeunes femmes. Donc voilà, manifestement on est quand même suffisamment en forme pour regarder du tennis, et donc j'étais obligé, et donc on a on a Pierre Ménès qui nous explique que Tsitsipas, Monfils, Kyrgios, Hurkacz, Sinner, Auger Aliassime et les trois monstres ont un meilleur coup droit que Casper Ruud. Alors on va être très clair, déjà faire cette comparaison c'est complètement débile, parce que on a des coups droits qui sont adaptés à la terre battue, d'autres au dur, d'autres au gazon. Les coups droits rasants, rectilignes, c'est beaucoup plus adapté aux surfaces rapides et intermédiaires. Casper Ruud, c'est incontestable que sur terre battue, il a un coup droit qui est du niveau du top 5 mondial. Après, sur dur, effectivement, ce lift, ce volume qu'il imprime, c'est pas toujours extrêmement efficace, mais pour moi, c'est très difficile de le caler en dehors du top 10, quoi qu'il arrive. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas avec Pierre Ménès. On enchaîne avec la troisième info de ce côté réseau et les relations troubles de Novak Djokovic, en partie avec l'horrible Paviji. Je n'ai pas peur des mots, il est horrible ce gars. Alors, on a parfois des personnes qui vous disent ouais t'es un complotiste et machin parce que tu te poses des questions qui sont de temps en temps tout à fait légitimes. Lui pour le coup c'est une trompette complot de base. Le mec est d'une susceptibilité, c'est pas possible, t'imagines même pas, le mec il est comme ça sur tous les petits dramas d'internet. Alors on a posé la question à Taylor Fritz, est-ce que vous voulez ou pas que Novak Djokovic dispute l'US Open, et sur le ton de la boutade il a dit c'est bon pour chaque joueur qui est dans le tirage au sort, parce que s'il n'y a pas Novak forcément on a des chances. L'interprétation de Paviji est la suivante en violet: c'est la raison pour laquelle si peu de joueurs le soutiennent publiquement et pourquoi bien sûr l'establishment ne veut pas qu'il joue. Sachez que s'il joue, il gagne. Bon, ça reste à prouver, il n'y a que 3 titres pour Novak à l'US Open, il a perdu la dernière finale, c'est pas automatique non plus. Alors Taylor Fritz obligé de se justifier sur Twitter, rien de nouveau par rapport à cette susceptibilité exacerbée, juste que je me fais arnaquer pour avoir fait une blague sur le fait que Novak est meilleur que tout le monde en bleu ciel. Le problème avec les transcriptions de presse est que ce n'est qu'un texte brut et pas la manière dont les choses sont dites. Ce que j'ai dit en plaisantant ressemblait à un compliment à Novak plus qu'autre chose. Alors
Alors, je parle de relations troubles, hein, parce que regardez juste ici, suivi par Novak Djokovic, invité également dans son box, retweeté par la femme de Novak Djokovic, Yelena. Donc il est extrêmement proche hein, du clan Novak, c'est l'un des plus gros défenseurs de Novak Djokovic sur la toile, sur internet. Vous voyez ces gros yeux là en bas qui viennent d'apparaître. Et le problème quand tu cautionnes, quand tu suis, quand tu invites ce genre d'hurluberlu, c'est que tu valides quelque part les propos qu'il tient, et je vous invite à dérouler son fil, pas son câble, hein, son fil, après avoir regardé cette vidéo, et c'est accablant quoi, c'est vraiment accablant d'avoir un gars qui passe son temps à accuser les rivaux de Novak Djokovic du D-word, d'être complètement orienté, d'être paranoïaque à l'extrême. Et je trouve vraiment, alors Pavlyuchenko c'est l'exemple le plus frappant, le plus marquant, mais ces relations, certains fans de Novak que Novak alimente en les suivant, en leur donnant de l'exposition, je trouve que c'est l'une des plus grandes tâches, hein, très clairement, de la carrière de Novak Djokovic, parce que en creux, tu valides ce genre de propos, tu valides ce genre de personnages, et tu leur donnes également de la substance, et eux, ils se sentent complètement légitimes hein, de pouvoir continuer à enchaîner les takes complètement éclataxes. Dites-moi encore une fois hein, ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous croyez que c'est quelque chose de substantiel ou pas? On enchaîne mes petits canetons, mes oiseaux de nuit, je raconte n'importe quoi, mais on va parler de Carlos Alcaraz et de cette mue nécessaire. On est arrivé hein, depuis cette défaite à Roland Garros face à Alexander Zverev dans une nouvelle phase pour le crack espagnol. On a 19 ans, on est 4e mondial, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de panique, on peut perdre au premier tour, au deuxième tour. C'est un joueur qui est encore en construction, mais on a un défi actuellement pour lui, c'est de se réinventer déjà à 19 ans, parce qu'on a vu, on a compris hein, ces dernières semaines qu'il y avait quelques manques, et un véritable péché mignon dans son jeu, dans son style, de vouloir forcer ses coups, parce qu'il sait qu'il a une puissance de feu incroyable, et il se repose un petit peu trop dessus. Donc là, actuellement, l'objectif pour lui et pour Juan Carlos Ferrero, ça va être de tamiser un peu tout ça, de structurer davantage son jeu. Ici, dans cette séquence, par exemple, une belle agressivité, un retour long profond, on a 3 breaks, on est à 52% de points remportés sur la deuxième balle adverse. Ce match contre Cilic est véritablement porteur hein, d'enseignement, je trouve. C'est une photographie de l'état actuel du tennis, de la carrière de Carlos Alcaraz. On va avoir donc un break assez tôt hein, dans cette première manche, et puis à 5-4, il va y avoir un retour profond de la part de Cilic, une double faute ici sur une balle de 7, et puis derrière il va enchaîner 3 doubles fautes au total. Il va donner le débreak à Cilic. Ça c'est clairement pas hein, le genre de séquence qu'on voyait au printemps dernier, Carlos Alcaraz qui évoluait sur un véritable coussin d'air, qui jouait les points importants à la perfection, et là il se passe un truc, c'est dans la tête. Il commence à y avoir des doutes. Alors il l'a dit après sa défaite hein, contre Tommy Paul à Montréal, j'ai subi la pression, c'est la première fois de ma carrière que j'arrive pas à la gérer. Et donc là on sent hein, très clairement qu'il y a une reconstruction en termes de jeu, en termes de cadre, en termes de structure, en termes de mental. 13 coups gagnants, 30 fautes directes pour Marin Cilic dans cette partie, donc il a suffi parfois hein, à Carlos Alcaraz de se camper sur la baseline et d'extraire des fautes très simplement de la part de Marin Cilic. Il a aussi fait preuve d'agressivité, mais une agressivité contrôlée, tamisée. On est à 4 sur 5 également à la volée, c'est pas un volume qui est extraordinaire. Ici par exemple une magnifique volée rétro saucissonnée derrière le câble. Et Carlitos là, il me fait penser un peu à certains égards au début de carrière de Roger Federer qui pareil avait énormément d'atouts, de qualité technique, et il a mis du temps, hein, il a mis un petit peu de temps avant de cadrer tout ça. Alors lui il avait des accès de colère que d'ailleurs Carlos Alcaraz peut avoir de temps en temps, on l'a vu hein, s'énerver contre Tommy Paul, et je pense vraiment hein, que c'est sur les mois à venir, alors pas forcément jusqu'à la fin de l'année, il faudra encore lui laisser du temps, il a 19 ans simplement, mais sa réaction, son habilité à changer, à se métamorphoser, à structurer son jeu, à retirer un peu cette part de frustration tout en gardant son côté agressif, ça va être franchement fascinant à suivre. On enchaîne avec Jannik Sinner qui s'est fait remontader par Félix Auger-Aliassime, 2 balles de match sauvées dans cette partie. On va la faire vite hein. Le tennis de Jannik Sinner, c'est un tennis qu'on appelle d'asphyxie, donc on se cale à l'intérieur de la baseline et on envoie des souches, c'est aussi simple que ça. Alors oui, il commence à y avoir de la variété, quelques slices, quelques montées à contre-temps notamment, des services volés, pas piquer des Hamiltons de temps en temps, mais globalement son envie, son désir, son besoin, c'est d'acculer l'adversaire. Un tennis, oserais-je dire, basilashvilesque. Alors là, ici par exemple, on va avoir un énorme retour long, profond, saignant. Derrière, on va avoir un coup droit, une saucisse, une merguez, une chipolata. Et le troisième coup, forcément, t'es à l'intérieur du court. Ici, il va choisir l'option créative, tendre avec une petite amortie deliciosa sur laquelle Félix Auger-Aliassime ne pourra rien. Le problème pour Sinner, c'est que c'est un pur tennis d'exécution. Ici par exemple, première balle de match, il va envoyer une saucisse dans le câble. On est à 20 coups gagnants, 38 fautes directes.
et malheureusement pour lui, hein, je trouve que ça manque encore de texture. Alors c'est pas au niveau caricatural, hein, d'Arublev qui va sortir du top 10 d'ailleurs et qui a des problèmes mentaux de plus en plus évidents. Sinner qui va devoir, hein, impérativement pour la suite de sa carrière, ne pas simplement compter sur ce A-game extrêmement agressif avec des balles rasantes qui acculent son adversaire, essayer de rajouter un peu de nuance, de volume à son jeu. Il commence à le faire, il est, hein, sur le chemin de se complexifier. Il va falloir continuer à suivre tout ça. On se termine avec Ben Shelton, le prodige américain qui a pris la sauce, hein, contre Cameron Norrie. La marche était trop haute. On est à 15 coups gagnants, 30 fautes directes. Il y a eu pas mal de panique. Alors il s'est fait embourber, hein, par les balles cotonneuses, notamment dans la Diego revers de la part de Cameron Norrie, qui a un joli slice, mais également un revers, un bras tendu tellement rasant. Donc là, il va paniquer, il va envoyer une gaze mère enflammée un peu trop longue. Au service, ça a été la panique totale, une pluie de doubles fautes, notamment dans le premier set, 47% de première, 20% derrière sa seconde. Ici, par exemple, hein, une double faute complètement lunaire, et Norrie qui s'affirme de plus en plus comme un joueur étalon, métronome, mais nul doute qu'on reverra la petite pépite américaine sous peu, peut-être à un échelon inférieur, en Challenger ou en 250. On se termine avec la reco du jour, et les deux matchs à ne pas manquer ce soir. Je vais vous surprendre, je vais vous dire Tsitsipas contre John Isner. Tsitsipas, qui on le rappelle, hein, reste sur 4 victoires consécutives face aux géants américains. Vous voyez ici la liste, et je vais vous conseiller, bien entendu, le Alcaraz Norrie. Ça va être pépiteresque entre deux futurs numéros 1 mondiaux. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des abricots.